Je vais demander que vous applaudissiez Madame Valérie Toragnan qui va nous rejoindre sur scène. J'ai la place. Alors Madame Valérie Toragnan est une journaliste française, fondatrice dans les années 90 avec Ara Toragnan du magazine Nouvelles d'Arménie. Elle devient ensuite directrice de la rédaction de Elle de 2002 à 2014 et directrice de la revue des Deux Mondes depuis décembre 2014. Sous sa direction, la revue demeure fidèle à ses origines littéraires et philosophiques, c'est-à-dire la liberté d'esprit, l'indépendance intellectuelle et le goût pour l'exercice critique. Dès le début du conflit, Mme Valérie Toragnan a dénoncé l'agression de l'Azerbaïdjan en participant à plusieurs débats et en rédigeant plusieurs articles parus dans la revue des Deux Mondes, dans le Figaro Magazine, dans Atlantico et d'autres magazines. Aujourd'hui, elle sort dans la collection Placard et Libelle aux éditions du Cerf, Arménie, une tragédie sans fin. C'est le grand retour des imprimés. Une grande feuille pliée en quatre, à afficher, à déplier, à lire et à partager. Avec Arménie, une tragédie sans fin, Valérie Toragnan s'empare du sujet jusque-là peu débattu, clivant, parfois polémique, du devenir des Arméniens, afin d'alerter et d'éclairer différemment ses contemporains. Merci Madame Toragnan d'être avec nous. J'appelle maintenant Monsieur Jean-François Colosimo à venir nous rejoindre sur scène. Jean-François Colosimo est le directeur général des éditions du Cerf depuis 2013. Il a suivi des études de philosophie, de théologie et d'histoire des religions à la Sorbonne et à l'École pratique des hautes études à Paris, à Thessalonique et à New York. Tour à tour enseignant, journaliste, auteur, éditeur, réalisateur, ce spécialiste du christianisme et de l'orthodoxie est l'auteur de 11 livres, dont Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie, sorti en 2020. Cet ouvrage prophétique et nécessaire nous permet de comprendre la Turquie moderne et son aspiration dangereuse à former un bloc ethnique et religieux homogène en balayant le moindre obstacle. Un appel salutaire à une plus grande clairvoyance des Européens pour contrer l'impérialisme turc. Merci Monsieur Colosimo d'être présent avec nous. J'invite maintenant Monsieur Jean-Christophe Buisson à nous rejoindre sur scène. Jean-Christophe Buisson entre au Figaro Magazine en 1994 comme grand reporter, devient en 2008 rédacteur en chef du service culture. En 2015, il est nommé directeur adjoint de la rédaction. Ce spécialiste des Balkans, de la Russie et du monde slave n'est pas qu'un habitué des rédactions et des plateaux, car avec son acolyte Antoine Agoudjian, ils partent régulièrement couvrir les conflits. Guerre civile en Albanie en 1997, Kosovo en 1999, ou Ralaba-Arsar en 2020. Dès les premiers jours de l'invasion azerbaïdjanaise à l'automne 2020, Jean-Christophe s'est rendu en Arsar. Avec Guillaume Roquette et la rédaction du Figaro Magazine, ils se sont particulièrement impliqués dans la couverture médiatique de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et sur ses conséquences non seulement pour le peuple arménien, mais pour l'Occident. Merci Jean-Christophe d'être parmi nous. Et j'appelle maintenant Monsieur l'ambassadeur Ovanes Kevorkian à venir nous rejoindre. Fin politique et érudit et amoureux de la France, invité aux commémorations et rarement sur les plateaux télé, Ovanes Kevorkian est connu pour être le représentant de la République d'Arsar en France. De par l'absence de reconnaissance de la République d'Arsar par la France, Ovanes Kevorkian n'a pas le statut administratif et diplomatique d'ambassadeur étranger sur notre territoire.
Mais à nos yeux d'Arméniens, de nationalité d'origine ou de cœur, c'est en tant qu'ambassadeur d'un pays foulé aux pieds dans l'indifférence générale que nous l'accueillons fièrement et chaleureusement à nous décrire la situation de ce peuple courageux. Il saura, j'en suis sûr, nous transmettre un peu de la force et l'espoir de ses compatriotes. Merci Ovanes d'être présent avec nous. Maintenant, je vais laisser la parole à nos invités parce que c'est eux qui ont beaucoup de choses à dire. Et Stéphane, je te laisse mener les débats. Je crois que cette soirée, on l'a prévue avec Gérard. On sait qu'on va passer des moments un peu difficiles. Mais j'ai demandé à son Excellence de débuter avec des faits qui vont peut-être pas nous faire plaisir et clôturer ce débat avec des annonces pleines d'espoir pour nous, Arméniens, pour les Arméniens de nationalité, les Arméniens d'origine, comme un bon nombre dans la salle, ou les Arméniens de cœur, parce que encore la semaine dernière, j'ai découvert, on n'a jamais eu autant de soutien en fait, paradoxalement. Donc il y a de l'espoir, voilà. Vanessa. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, Stéphane m'a donné 7 à 8 minutes de parole. Et donc, je vais directement vous présenter quelques faits que je suis certain, bon nombre d'entre vous connaissent parfaitement. L'an dernier, le 27 septembre 2020, avec l'aide de la Turquie et des groupes d'extrémistes et de terroristes venus du Moyen-Orient et d'autres régions, l'Azerbaïdjan a lancé une agression de grande envergure contre la République d'Artsakh. L'objectif de cette agression, affichée ouvertement par l'Azerbaïdjan, était la destruction de l'Artsakh arménien et par épuration ethnique et l'anéantissement des structures étatiques mises en place depuis la proclamation de l'indépendance du Haut-Karabakh depuis 1991. Cette agression azerbaïdjanaise était en violation flagrante du cessez-le-feu signé 28 ans plus tôt, en 1994, entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et le Haut-Karabakh sous l'égide de la Fédération de Russie. Mais aussi en violation flagrante avec les engagements que l'Azerbaïdjan avait pris lors de son adhésion à des organisations internationales telles l'OSCE, le Conseil de l'Europe ou l'ONU. Vous savez tous que les chartes de ces grandes organisations demandent à ce que les conflits ou les différends soient réglés de manière exclusivement pacifique. Et puisque l'Azerbaïdjan a adhéré à ces organisations après son indépendance, donc au moment où le conflit du Karabakh existait, toutes ces organisations avaient exigé, à la fois de l'Azerbaïdjan, mais de l'Arménie aussi, de régler ce différend de manière exclusivement pacifique, chose que l'Azerbaïdjan avait évidemment acceptée lors de son adhésion. Dès le début, l'agression azerbaïdjanaise s'est accompagnée par des exactions de violence extrême. Je donnerai comme exemple l'utilisation des bombes à sous-munitions que l'Azerbaïdjan a commencé à utiliser pratiquement dès le début du conflit. Dénoncé très rapidement d'ailleurs, dès le mois d'octobre, par l'ONG Human Rights Watch, qui, le 23 octobre, a diffusé un communiqué en dénonçant cette action azerbaïdjanaise. Vous savez que l'utilisation des bombes à sous-munitions est prohibée par le droit international, par les conventions internationales, notamment par la Convention d'Oslo de 2010. Les civils, les habitations, les écoles, des hôpitaux, des centres culturels,
mais aussi des églises, des monastères ont été pris pour cible par les forces azerbaïdjanaises très rapidement. Ce fut le cas, par exemple, de la ville de Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, dès le début du conflit. Pourtant, aucun élément stratégique ne justifiait ce bombardement des civils et de ces bâtiments, de ces infrastructures civiles. Là aussi, dès le mois d'octobre, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet, a dénoncé l'acte de barbarie de l'Azerbaïdjan, en vain, évidemment, parce que l'Azerbaïdjan n'a pas cessé après ces dénonciations. Les militaires azerbaïdjanais ont filmé et diffusé sur des réseaux sociaux des exactions d'une barbarie de notre âge. Veuillez me pardonner de décrire des scènes qui étaient d'une cruauté extrême, mais ça a été la réalité. Nous avons vu dans ces vidéos, tous ceux qui ont regardé, des scènes de décapitation, des scènes de torture, des scènes d'exaction des civils et des militaires, bien sûr, mais aussi des mutilations des cadavres des civils et des militaires arméniens. Au début du mois de novembre, l'Azerbaïdjan a commencé à utiliser des armes incendiaires qui ont causé des brûlures extrêmement graves aux militaires arméniens, artsakhiot, mais aussi évidemment des dégâts importants environnementaux. Face à ce drame, à cette tragédie, à peu près 70% de la population artsakhiot a été obligée de prendre le chemin de l'exode pour trouver refuge dans l'Arménie voisine. À 3 reprises, les pays coprésidents ont essayé d'arrêter les opérations militaires pour instaurer, comme on les a appelées, des trêves humanitaires. D'abord la Fédération de Russie, le 10 octobre, ensuite le président de la République française le 18 octobre, et le 26 octobre les États-Unis d'Amérique, sans résultat, bien entendu. Cette guerre qui a duré 44 jours s'est soldée par une déclaration tripartite signée le 9 novembre 2020 par l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'égide de la Fédération de Russie qui a restauré un cessez-le-feu. Au-delà de la restauration du cessez-le-feu, cette déclaration a permis le déploiement des forces militaires, ce qu'on appelle les forces de la paix russes, de nombre de 1960. L'enclavement de l'Azerbaïdjan, du Haut-Karabakh s'est accru. Il y a tout de même une liaison terrestre entre l'Arménie et l'Artsakh qui existe, large de 5 km et puis qui passe par le couloir de la Chine, qui est contrôlé par les forces russes aujourd'hui. Il était prévu par cette déclaration d'échanger de tous les prisonniers de guerre, des otages et des dépouilles des soldats tombés. Il est prévu aussi par cette déclaration tripartite de rétablir les voies de communication entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et éventuellement le retour de tous les réfugiés, les personnes déplacées dans leur lieu d'habitation. Voici quelques faits de la guerre de 2020 et vous avez compris les conséquences de cette guerre sont multiples. Pertes humaines, pertes territoriales, prisonniers de guerre, des réfugiés et des déplacés, destruction des logements et des infrastructures, menace de destruction du patrimoine culturel arménien, aujourd'hui sous contrôle, dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais. Bref, de multiples conséquences. D'après le défenseur des droits de l'homme de l'Artsakh, le nombre de pertes humaines côté
Arménie-Artsakh s'élève à environ 4000 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, l'Azerbaïdjan détient des prisonniers de guerre arméniens en violation naturellement à la déclaration tripartite parce qu'une des dispositions, comme je le disais, de cette déclaration prévoyait le retour et l'échange des prisonniers de guerre, de tous les prisonniers de guerre. Par ailleurs, l'Azerbaïdjan, après l'arrêt des hostilités, lors d'une attaque militaire, a fait prisonnier de 64 militaires arméniens et artsakiotes, nouveaux prisonniers de guerre, qui jusqu'à aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, restent dans les prisons azerbaïdjanaises. La même ONG, Human Rights Watch, à plusieurs reprises, a diffusé des communiqués décrivant la situation et les tortures que subissent ces prisonniers de guerre arméniens dans des prisons azerbaïdjanaises jusqu'à aujourd'hui. Les pertes territoriales sont extrêmement importantes, comme la capitale historique Chouchi, ou comme toute la région de Hadrout, dans le sud du Karabakh. Les 110 000 personnes réfugiées ou déplacées, on va dire réfugiées parce que ces personnes s'étaient réfugiées en Arménie, à peu près 70 000 sont revenus en Artsakh, se sont installés en Artsakh de nouveau. 37 000 restent encore à la fois en Arménie, mais aussi en Artsakh, parce que ces 37 000 n'ont plus de logement. Ce sont les 37 000, c'est la population qui vivait avant le conflit dans les régions, Chouchi, Hadrout et autres, qui sont désormais sous occupation azerbaïdjanaise et donc ne peuvent pas rentrer chez eux et retrouver leur maison. Vous savez, dans notre région, l'occupation se passe un peu différemment de ce que la France ou l'Europe a pu connaître dans son histoire. Quand nous sommes face à une occupation, tout est fait pour que les personnes, la population civile, soit chassée de ces localités. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris était sous occupation nazie, mais la population civile parisienne ou française était bien là, était à Paris. Chez nous, ça se passe autrement. Et donc, les expropriations, les destructions des habitations dans ces régions occupées par l'Azerbaïdjan, les destructions des cimetières, les destructions ou les profanations des églises et des monastères, les tentatives de réécrire l'histoire, tous ces éléments, ce sont des preuves d'une politique que l'Azerbaïdjan mène, et c'est une politique d'épuration ethnique pour créer un environnement hostile à tout retour éventuel de la population arménienne dans ces localités. On détruit les cimetières, on détruit les monuments culturels pour que les Arméniens ne reviennent pas, pour que les Arméniens ne se sentent pas à l'aise si jamais ils décidaient de revenir sur leur lieu d'habitation. Il y a eu des destructions, bien sûr, et d'habitations, à peu près 1380 immeubles d'habitation et maisons ont été totalement ou partiellement détruites. 3000 infrastructures plus ou moins importantes, 1500 monuments, sites archéologiques, stèles, des khachkars, monastères, églises se trouvent actuellement sous le contrôle azerbaïdjanais. Le Karabakh est aujourd'hui face également à un problème avec des conséquences qui pourraient être graves. Suite à l'attaque, à l'agression azerbaïdjanaise, à peu près
milliards, de 2 à 2,5 milliards de mètres cubes d'eau sont capturés par l'Azerbaïdjan et donc ne peuvent plus alimenter le Haut-Karabakh. Si le problème d'eau potable ne pose pas une difficulté extrêmement importante, parce que grâce au forage, on peut remplacer les sources d'alimentation qui sont restées côté azerbaïdjanaise pour l'économie de l'Artsakh, qui est basée essentiellement sur l'agriculture et l'industrie minière, qui demande beaucoup de quantité d'eau. Cette situation peut devenir assez difficile dans les années à venir pour l'Artsakh. Donc, manque d'eau. Un des problèmes majeurs, c'est le logement, bien entendu, comme vous avez compris. Il manque aujourd'hui des logements pour 37 000 personnes, donc à peu près 6 000 familles, que les autorités du Karabakh doivent absolument trouver des solutions pour que ces familles artsakiotes qui souhaitent revenir en Artsakh puissent le faire, mais puissent le faire tout en pouvant, après le retour, de vivre dans des situations dignes. Voilà la situation et les conséquences de cette guerre qui a duré 44 jours, des conséquences graves pour les autorités d'Artsakh et la population d'Artsakh. Et c'est dans ces conditions qu'aujourd'hui les autorités de mon pays, essaient de faire face à cette crise humanitaire qui s'est installée dans notre pays pour à la fois essayer de régler le problème de logement, régler le problème de travail, régler le problème de sécurité qui se pose d'une manière cruciale pour notre population, et essayer de créer des conditions de vie, de travail décentes pour que cette population artsakiote puisse se sentir dans la sécurité et puisse tout simplement vivre sur ce territoire que nous appelons l'Artsakh, même si cet Artsakh est extrêmement réduit aujourd'hui. Voici à peu près cette guerre et ses conséquences, et tout à l'heure je reviendrai à l'avenir tel que nous voyons pour notre petite République. Merci. J'aimerais commencer, si vous me le permettez, par vous, Madame Toragnan. C'est la première fois qu'on se rencontre, enfin. Là aussi, dans des circonstances un peu tristes. Mais j'ai une question, et c'est une question un peu... c'est par curiosité, hein, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Je trouve que le traitement... et c'est aux deux journalistes qui se sont beaucoup investis pour nous, à qui je pose la question. J'ai trouvé que le traitement, en tant que j'ai une formation de journalistique, je trouvais que le traitement était, dans la presse française et internationale, n'était pas au niveau de ce qu'on attendait, pas que forcément les Arméniens. Bon, c'est l'engagement de votre rédaction. Mais je me suis tout de suite posé la question, comment, en étant d'origine arménienne, en étant journaliste, directrice de la Revue des Deux Mondes, comment déontologiquement et comment humainement vous avez pu concilier ces deux choses en France? Merci d'abord pour votre invitation. En France, vous avez dit. Oui. Comment on a concilié, comment j'ai concilié ça en France? En France, c'est la partie de la phrase peut-être la plus importante, parce que je suis d'origine arménienne, bien sûr. Je suis journaliste, bien sûr. J'essaye d'exercer mon métier avec le plus d'équilibre possible et d'ouvrir le débat et de faire preuve de ce que doivent faire preuve des journalistes en France. Mais en France aussi, je suis, comme française, l'héritière d'une tradition qui est justement aussi une tradition journalistique d'engagement.
en France, dans l'histoire de la France, dans l'histoire de la Troisième République, après au XXe siècle, il y a eu des moments, et même avant la Troisième République, il y a eu des moments importants dans notre histoire où des journalistes ont pris la parole comme journalistes, mais aussi comme citoyens, pour dire, dénoncer, pour accuser. Voilà. Le tract que j'ai fait à la demande de Jean-François, enfin le tract, non, le placard libelle, je ne vais pas dire tract parce que ce n'est pas le bon mot, c'est un peu un j'accuse pour moi, c'est-à-dire que c'est une façon de dire il y a des choses qui sont insupportables, qu'il faut dénoncer, et on les dénonce. Et voilà, c'est un placard dans la tradition du 18e. Jean-François pourra l'expliquer mieux que moi. Donc moi, en tant qu'Arménienne, je dis un certain nombre de choses, j'explique un certain nombre de choses. C'est aussi en tant que Française et aussi en tant que journaliste française, et j'ai l'impression que je m'inscris dans une tradition qui est justement totalement française. Bien sûr que quand je travaillais à Elle, c'était plus compliqué d'arriver à prendre des positions dans un magazine qui est un magazine féminin, etc., plus léger. Mais ça ne m'empêchait pas, moi aussi, par ailleurs, d'avoir des engagements. Et puis, comment dire, juste pour finir, c'est assez amusant, quelque part, cette question, parce que, d'abord, il ne faut pas... comme vous l'avez dit, il y a des journalistes français qui n'ont rien d'arménien, qui ont justement dénoncé, dit ce qui se passait, insister sur le fait que ce qui se passe là-bas, ça nous concerne aussi. Insister sur le fait que Erdogan, ce n'est pas juste une menace avec l'Azerbaïdjan en ce moment pour les Arméniens d'Artsakh ou les Arméniens du Sunnik, etc. Erdogan, c'est juste une menace pour notre civilisation, nos valeurs, l'Europe, l'Occident, parce qu'il nous crache à la figure en permanence. Et que le dire, dénoncer ces agissements, pardon, je le fais aussi en tant que Française, je le fais aussi en tant qu'Européenne, je le fais aussi en tant que petit élément constitutif de cette civilisation qui est aussi la nôtre et de ces valeurs qu'on partage. Et puis, si on parle de la déontologie des journalistes et de l'engagement des journalistes, mais la presse française, comme plein d'autres presses et d'autres médias partout dans le monde, elle est faite d'énormément d'individus qui n'ont aucun scrupule à agir en fonction de leur idéologie et de l'étaler et d'être extrêmement vindicatifs et extrêmement, voilà, quelles que soient leurs idées. Des fois, d'ailleurs, on peut juger que c'est excessif dans un sens ou des fois aussi dans l'autre. Donc, franchement, on peut être journaliste d'opinion, on peut être journaliste et avoir ses indignations, on peut faire connaître, on peut transmettre. On a des rôles multiples. Et encore une fois, moi, à la fois en tant qu'Arménienne et en tant que Française, je pense que je suis à ma place. Bien sûr, je vibre, et cette question est une question importante pour moi dans ma vie depuis très jeune, mais franchement, sur la question de l'Artsakh et la question de la disparition aujourd'hui des Arméniens, c'est pas faire preuve de... Enfin, j'ai pas l'impression d'être une militante acharnée, j'ai juste l'impression de témoigner aussi, en tant que citoyenne, en tant que Française, d'un drame qui nous concerne et de ce parachèvement du génocide de 1915, de ce panturquisme, de cet islamo-turquisme qui veut, encore une fois, être en conquête. Et devant lui, il y a les Arméniens, en ce moment les Arméniens de l'Artsakh, et puis d'autres aussi, ailleurs, des Grecs, partout, des Chypriotes, des Yézidis, des Kurdes, enfin, il y en a partout, et c'est aussi notre devoir de transmettre et d'informer. Voilà, donc, c'est ce que je voulais répondre. Merci beaucoup pour votre franchise. J'aimerais bien enchaîner avec toi, Jean-Christophe, avec vous. Tiens. Hop. On se croise assez régulièrement et c'est vrai que je vous pose souvent la question de cet amour pour l'Arménie, cette implication pour l'Arménie. Les raisons, j'en connais certaines, mais on avait un peu préparé, je vous avais parlé de ça. C'est vrai que c'est une question qui est beaucoup revenue. Chaque fois qu'on fait des débats avec Gérard, on fait des choses, on nous demande pour quelle raison Jean-Christophe Buisson se bat autant pour nous.
Pour quelles raisons au pluriel? Il y a des raisons personnelles, profondes, lointaines. La plus stupide étant que j'adore les causes perdues et que manifestement là, il me semble pour l'instant d'avoir trouvé une formidable. Et ça, c'est mon côté narcissique, j'allais dire. J'ai sûrement une vocation à me singulariser, et je pense que c'est du narcissisme en épousant des causes qui apparemment sont perdues. Elles sont pas totalement perdues, mais en tout cas, elles sont mal vues. Pendant 20 ans, j'ai plutôt défendu les Serbes avec la même argumentation que je peux avoir sur les Arméniens, c'est de ne pas confondre ce qu'est un peuple, qu'on peut ressentir en le visitant, en le connaissant, en faisant sa connaissance, et l'image d'un peuple qu'on peut avoir effectivement par les médias. En Serbie, je suis allé une 50aine de fois, donc je pensais avoir un peu de légitimité pour savoir que, notamment dans les années 90, tous les Serbes n'étaient pas des fous furieux fanatiques de Milosevic. Et à contrario, pour être allé en Arménie avant ce conflit, j'ai eu un électrochoc de la même intensité que celle que j'avais avec les Serbes. Je me suis trouvé immédiatement en fusion avec cette, je pense qu'il y a une affaire un peu tellurique aussi, avec ce territoire, ce peuple que je ne connaissais pas avant, sinon par l'histoire, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de toute cette région-là. Et quand la guerre a éclaté, je me suis senti en dette personnelle et professionnelle, et peut-être aussi citoyenne. Pour revenir à ce que disait Valérie sur l'engagement qu'on doit avoir. La dette personnelle, c'est que justement, quand je suis allé en Arménie à plusieurs reprises, je trouvais ce pays tellement apaisé, tellement riche, tellement beau, tellement calme, qui pour moi ressemblait à ce que pouvait être le début du monde il y a quelques millénaires, avec ces églises qu'on connaît, ces rajkars, ces monastères enfouis dans la montagne, dans les forêts, dans des zones arides, isolées. On avait l'impression d'être dans les débuts du christianisme, quelque chose que je n'avais pas vu ailleurs. Et quand je discutais avec les gens qui sont tellement éloignés de ce que peut être le Paris de Madame Hidalgo, je retrouvais immédiatement des sensations, des points communs. Et puis il y avait quelque chose qui m'exaspérait chez eux, c'était toujours de me parler de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, du génocide. Je me disais, mais là où on est, dans ce silence, dans cet apaisement, c'est de l'histoire. Pourquoi en permanence revenir là-dessus? Pourquoi la conversation toujours reprend sur ce sujet avec l'idée qu'il y a une menace permanente? Moi, je ne la voyais pas, la menace. Je ne la sentais pas. Et quand la guerre a éclaté, je me suis dit, je suis passé à côté de ça. J'ai une dette. Je ne les ai pas crus, je trouvais qu'ils étaient un peu paranoïaques. Ça va, les Turcs, évidemment, ils sont méchants. Erdogan fait des horreurs partout. Mais là, ça ne me semblait pas flagrant. Et je me suis dit, voilà, première chose, j'ai une dette. Deuxième élément, c'est que professionnellement, j'ai eu le sentiment, effectivement, qu'il ne se passait rien dans ma profession, dans ce conflit. J'ai vu tellement de mes confrères partir couvrir le conflit à la moindre escarmouche, au moindre tir qu'on entendait, à la moindre explosion. Et là, il se passait des choses qu'on savait, parce que par exemple, le photographe Antoine Agoudjian, qui tout de suite est parti, lui, à Stepanakert, m'envoyait des photos, en envoyait, personne ne s'en occupait, et moi, je voyais tous les jours arriver ces photos. Et puis tous les jours, j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux des choses validées, effectivement, d'horreur dont a parlé Ovanes tout à l'heure. Et je voyais que personne dans ma profession n'allait vraiment sur place. Et effectivement, j'étais vraiment choqué par ça. Moi, j'ai couvert des conflits il y a 20 ans, mais maintenant, je suis directeur adjoint du Figaro Magazine, qui fait que je ne couvre plus de conflits. Il y avait quelque chose de personnel qui s'ajoutait à ce côté professionnel, cette petite honte que j'avais. Effectivement, je me suis dit à un moment donné, de toute façon, pour documenter ce qui se passe, pour s'engager effectivement autrement que d'un point de vue idéologique, ce que dit fortement Valérie, c'est-à-dire j'ai plutôt de la sympathie par les Arméniens, donc je vais dénoncer à distance ce que fait l'Azerbaïdjan. Oui, mais c'est pas suffisant, c'est exactement ce que je reproche aux autres, d'avoir des œillères idéologiques. Donc à un moment donné, il faut avoir des choses concrètes, il faut voir les choses, il faut voir ce qu'on voit, et il faut éventuellement le restituer. Et le troisième élément qui m'a fait vraiment basculer dans le souhait d'aller sur place, c'est mon sentiment de citoyen français,
attaché à l'Arménie pour 1000 raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, notamment historiques et culturelles, et civilisationnelles et spirituelles. Et puis le fait que quand notre pays s'engage, par exemple, au Mali pour combattre les djihadistes qui menacent le Mali et qui donc, à terme, estime-t-on, menacent l'Europe, on le fait sur des choses concrètes, on le fait. Et quand le président de la République dit, c'est une voix qui porte, qu'il y a des djihadistes qui combattent, plusieurs milliers de djihadistes qui combattent avec l'Azerbaïdjan, quelle est la différence, au fond ? Si des djihadistes menacent notre civilisation au Mali, ils le font en Arménie, on intervient en Arménie, et non seulement on n'intervient pas au Mali, pardon, et non seulement nous n'intervenons pas en Arménie, mais nous ne condamnons même pas ceux qui font venir des djihadistes pour combattre les Arméniens, qui par ailleurs sont des vieux amis. C'est un pays qui est un océan de civilisation, de démocratie, dans une région où la démocratie est peu présente et la barbarie assez présente. Donc il y a quand même beaucoup de raisons qui font qu'on a envie d'y aller. Il se trouve que le Figaro Magazine est un journal de week-end, un journal qui est plutôt là pour détendre après une semaine riche en actualités tragiques et difficiles, mais on a le droit aussi de parler de choses qui ne vont pas. Et le journal s'est déjà engagé dans le passé. C'est arrivé pour l'École libre. Dans les années 80, c'est un journal très engagé contre le communisme. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, des engagements vraiment forts, avec la chute du communisme notamment, on en a été un peu privé. On avait des opinions, notamment politiques, des enjeux, mais par exemple, une élection présidentielle, on ne s'engage pas. On ne dit pas voter un tel. Donc l'engagement est quelque chose qui avait un petit peu disparu, et c'est pas plus mal, parce que sinon on s'engage et on fait une pétition tous les 2 jours. Moi, c'est la première fois que j'ai signé une pétition. J'ai toujours été contre le principe de signer une pétition. Et non seulement j'en ai signé une, mais je l'ai quasiment lancée dans le Figaro Magazine sur ce qui se passait en Arménie, en Artsakh. Et à un moment donné, donc, je me suis dit, je ne vais pas pleurer et me plaindre que les confrères n'y vont pas. Les confrères n'y vont pas, pourquoi ? Pour des raisons qui étaient un peu structurelles et techniques. J'en ai parlé avec notamment un grand reporter de TF1. On était à ce moment-là, et d'ailleurs c'est pour ça que Aliyev et Erdogan ont choisi ce moment-là pour attaquer l'Artsakh, on était en pleine campagne électorale américaine qui était assez folklorique et qui promettait de l'être plus encore, ce qui a été le cas. On était encore en pleine crise de la Covid, entre 2 vagues. On était au moment du Brexit. Et donc toute la presse, qui vit quand même une crise structurelle très forte depuis quelques années, avec de moins en moins de gens. Quand je suis arrivé au Figaro Magazine il y a 25 ans, on était 15 grands reporters. Vraiment 15 grands reporters dont le métier était de partir en reportage tout le temps. Aujourd'hui, ils sont 3. Voilà, tout est dit. Et pourtant, on arrive encore à faire un journal qui me semble tenir la route. Donc, mais il n'y a plus que 3 grands reporters qui sont vraiment tenus de faire du grand reportage. Les autres peuvent en faire aussi, mais épisodiquement. Donc voilà, il y avait cette crise structurelle qui fait que peu de journalistes s'intéressaient à ce qui se passait là-bas. 3000 km, c'est loin, il y a 2 pays qui se tapent dessus, on ne connaît pas très bien. Donc je me suis dit, je ne vais pas pleurer, je vais y aller. Et pour que ça ait du poids, j'ai décidé, comme vous le savez, d'emmener avec moi Sylvain Tesson, que je connais depuis 20 ans. Et Sylvain, quelques mois après être sorti de l'hôpital, après son accident, était parti au Kurdistan pour aller soutenir le Kurdistan en train de se reconstruire. Il est allé à l'époque à Mossoul et Daesh était encore présent. Et Daesh était à 10 km ou 15 km de Mossoul. Ils avaient été repoussés, mais c'était pas loin. Il souffrait le martyre parce qu'il était encore bien abîmé depuis son accident. Et il y était allé, je crois, pour monter une radio, je ne sais quoi, un truc à la Sylvain Tesson. Et je me suis dit, s'il est capable d'aller, en sortant de l'hôpital, aider les Kurdes, il devrait être capable d'aller aider les Arméniens. Donc je lui ai envoyé un mail le vendredi soir, je lui ai dit, est-ce que tu m'accompagnerais en Artsakh ? Le conflit, en plus, est en train de s'intensifier. On était fin octobre, on sentait que ça ne s'améliorait pas, la situation. Et il m'a renvoyé un mail tout de suite, en me disant, on part lundi, point d'interrogation. Je ne demandais même pas quelles conditions, pourquoi, comment, c'était tout de suite oui. Et je pensais que Sylvain, avec ce qu'il est aujourd'hui, qui est un des 3 plus grands écrivains français, à mon sens, et qui a une notoriété extraordinaire, allait donner du poids à cet engagement du Figaro Magazine. Ça n'allait pas être un énième reportage, fut-il de guerre et fut-il rare, puisqu'il y en avait très peu dans le reste de la presse, mais avec la voix de Sylvain Tesson, il y aurait une audience supplémentaire. Et je crois que ça a été, de ce point de vue-là,
le cas. Merci infiniment. Et j'aimerais bien que vous continuiez, mais ça, on sait que... Non, mais l'action. Mais pour terminer, après je suis parti tout seul sans Sylvain Tesson. Non. Mais après, surtout, ce qui était important, c'est peut-être ce qu'on a fait, peut-être qu'on en parlera, mais ce qui était très important pour moi et pour le Figure Magazine surtout, c'était de garder le feu sous la casserole. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu ce cessez-le-feu, et on a eu raison puisqu'il n'est pas respecté, notamment en ce qui concerne les prisonniers de guerre. Il n'y a rien de pire que l'oubli. Alors, il y a déjà eu un gros oubli pendant la guerre, mais ce serait pire, c'est d'oublier au prix ce qui se passait après. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment continuer, notamment par les réseaux sociaux, pour lesquels j'avais plutôt de la prudence jusqu'à maintenant. Et j'ai vu comment un réseau social comme Twitter pouvait être un outil de communication, d'information, qui passait à travers les gouttes, à travers les grands journaux. Pour vous dire, pour enfoncer un petit peu plus mon narcissisme, et qui est même de la vantardise, les tweets que j'ai faits depuis 1 an sur l'Arménie et l'Artsakh, j'ai eu 13 millions de vues. Ce qui est quand même beaucoup, et je pense qu'il n'y a pas, c'est pas que des Arméniens qui ont regardé ce que je disais, je pense que ça intéressait quand même beaucoup les Français, parce que c'était une source d'information qu'on ne trouvait pas forcément ailleurs, mais ce qui était important, c'était de continuer à dire que, la guerre n'est pas tout à fait finie, avec les familles endeuillées qui n'ont pas encore retrouvé leurs enfants, soit qui sont prisonniers, soit que leurs corps n'ont pas été restitués, soit qui n'ont pas encore été trouvés, que le statut de l'Artsakh n'a pas été réglé, que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme l'a dit Valérie, il y a des soldats azéris qui sont sur le territoire en Gegarkunik et dans le Syunik aujourd'hui, qu'encore hier, Aliyev a revendiqué le Zangezur, c'est-à-dire le Syunik, pour faire son corridor turc dont nous parlera sûrement Jean-François Colosimo, et qu'il y a encore des souffrances. Quand j'y suis retourné après, la chose qui m'a le plus frappé, c'est dans les hôpitaux, évidemment. C'est les blessés de guerre qui ont des traumatismes qu'ils auront toute leur vie, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, et puis des souffrances dans la chair, parce que par exemple, les blessures au phosphore, il se trouve que le phosphore, en plus, rend stérile. Donc on a parlé tout à l'heure, Stéphane a parlé tout à l'heure de la tragédie démographique de l'Arménie à terme, mais ça fait aussi partie de la tragédie démographique, de ne plus pouvoir faire d'enfants quand on a été blessé au phosphore. Et une autre chose qui est arrivée par les sous-munitions, c'est la poussière de métal. C'est quelque chose que moi, je n'avais jamais vu. J'ai demandé un petit peu autour de moi à des grands reporters depuis 20 ans, ils n'avaient pas vu ça encore. La poussière de métal, je l'ai découvert en décembre en retournant en Arménie dans les hôpitaux, où il y avait à nouveau une recrudescence de blessés qui étaient venus une première fois en octobre, qui avaient été blessés, éclat d'obus dans la jambe, dans le bras, on retire l'éclat d'obus, on nettoie la plaie, on reste 15 jours à l'hôpital et on rentre à la maison. Et les hôpitaux, notamment celui d'Erebuni, voyaient revenir des soldats qui étaient rentrés chez eux et qui revenaient, et on leur coupait le bras, on leur coupait la jambe. Pourquoi ? Parce que la poussière de métal, c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui n'était pas repéré par les médecins lorsqu'ils nettoyaient la plaie. Et la poussière de métal restait à l'intérieur de la plaie une fois refermée, cicatrisée, et gangrénait de l'intérieur. Et lorsqu'il revenait, donc il y avait une recrudescence de blessés dans ces hôpitaux, c'est des blessés presque d'après-guerre, eh bien, on était obligé de leur couper le bras ou la jambe selon l'endroit. C'est ce genre de choses terrifiantes qui m'ont vraiment poussé à continuer après, ne pas dire, voilà, le 9 novembre, il y a un cessez-le-feu, ça va s'arranger, les Russes vont protéger l'Artsakh, tout va bien. Tout ne va pas bien, tout ne va pas plus mal, mais tout ne va pas bien. Et comme l'a dit Vanessa tout à l'heure, pour y être allé en juin, juillet, encore une fois, en Artsakh notamment, il y a une sorte de harcèlement permanent des habitants de l'Artsakh le long de la frontière. C'est-à-dire qu'en permanence, on leur tire pas forcément dessus, on tire sur leur bétail, on capture leur bétail, on fait du bruit, on les menace, on fait tout pour qu'ils quittent la région, qu'ils n'aient plus envie de vivre sur cette terre parce qu'ils ont l'impression d'être en permanence sous la menace, c'est-à-dire exactement comme l'étaient les gens d'Arménie que je voyais il y a 1 an et demi sans croire qu'ils étaient vraiment sous la menace. Et on sent bien que c'est cet espèce de supplice chinois de rendre les prisonniers un par un, de se pavaner par des discours comme le fait Aliyev encore hier, de redonner des églises comme celle de Chouchi aux Russes en disant regardez, on ne va pas les détruire puisque maintenant c'est les Russes qui vont faire la liturgie. De quoi vous plaignez-vous? Les Russes sont des chrétiens. Oui, d'accord, mais c'est pas tout à fait la même église comme vous le savez. Donc tout ça pour désarméniser, pour nier l'identité arménienne
de cette région pour détruire les inscriptions arméniennes à l'intérieur des églises, pour dire non, ce sont des églises albaniennes et non pas arméniennes. C'est tout ce genre de petits détails que moi j'essaye de continuer à documenter, à dire par des témoignages, parce que j'apprends, parce que rien ne serait pire que l'oubli. Komitas, comme vous le savez, le grand compositeur Komitas est devenu fou de ça dans les années 20. Il est devenu fou qu'on ne le croit pas lorsqu'il racontait le génocide qu'il avait vu. Eh bien, c'est la même chose. Moi, je ne veux pas que les 600 000 ou 800 000 Français d'origine arménienne deviennent fous parce qu'ils aient l'impression qu'on les a oubliés. Merci Jean-Christophe. Bon, on revient au tutoiement. Tu me permets de teaser sur ton prochain voyage dans 2 jours ou pas? Non. Bon, tu retournes là-bas. Hein. Il nous a fait le plaisir de décaler son voyage, qui était prévu de longue date. Il part à Yerevan le 29, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, c'est encore un de tes gestes et je te remercie du fond de mon cœur, cher Jean-Christophe. Merci. Je vais enchaîner avec vous, monsieur Colosimo. Moi, c'est un petit délice de vous avoir ce soir. Et une petite revanche personnelle, parce que Tigran Yegavian ne pouvait pas venir ce soir, et il vous a interviewé, donc on avait déjà aussi préparé par rapport au placard. Et on a beaucoup parlé de votre livre, qui est sorti l'année dernière. On a regardé beaucoup de vidéos, on a regardé vos interviews. Et on considère que c'était un livre prophétique, puisqu'il décrivait, il a annoncé, et vous l'avez annoncé dans la presse, vous l'avez annoncé sur les plateaux, le risque et ce qui pouvait advenir des chrétiens, et pas que là-bas, sous Erdogan. Et j'ai envie de vous poser une question que je me pose depuis maintenant plus d'1 an. Pourquoi ce grand absent, la Turquie, par rapport à ce conflit du Haut-Karabakh? Pourquoi on n'a pas suffisamment parlé du soutien apporté à l'Azerbaïdjan? Pourquoi aller chercher des djihadistes? Pourquoi aller tisser des relations économiques avec Israël pour importer des drones? Quel est le but? Est-ce que vous l'aviez annoncé l'année dernière? Est-ce qu'on est vraiment sur un projet pan-turquiste? Puisque c'est un terme que vous avez annoncé vous et qui commence à ressortir un petit peu. Voilà. Je pense que l'idéologie d'Erdogan, c'est pas que le pan-turquisme, c'est le pan-islamisme, c'est tout ce que vous voudrez, c'est l'impérialisme. Je crois qu'il est tout à fait capable de se réinventer idéologiquement selon les prétextes, vous voyez. Donc on a affaire, en fait, je crois, dans l'affaire du Karabakh, à une répétition 1 siècle après, quasiment année pour année, de la logique du génocide de 1915. Quand je dis ça, ça n'est pas, je dirais, d'une manière incendiaire, parce que je pense que c'est très exactement la réalité. C'est-à-dire que le projet des jeunes Turcs, qui a été effectivement d'établir leur domination pan-turque, entre autres, ce projet rencontrait comme obstacle la présence des Arméniens, d'où la logique génocidaire qui a été mise en place, et qu'aujourd'hui, on a affaire à la continuation du même projet, qui est repris quasiment dans les mêmes termes, avec les mêmes discours, des discours qui ont des relents purement génocidaires à Bakou, mais aussi à Ankara, et que, en fait, en 1 siècle, non seulement les Turcs n'ont rien appris, mais la communauté internationale elle-même n'a rien appris. Et que je crois que c'est ça, la grande solitude des Arméniens. Bien sûr, tout un travail de mémoire a été fait. Bien sûr, il y a des parlements qui ont voté la reconnaissance du génocide comme un fait historique. Mais en fait, cette même logique se rejoue. Et là, on est face à un silence sidérant
fracassant, parce que qui va croire que, véritablement, dans l'affaire du Karabakh, il ne s'agit que d'une conquête territoriale, n'est-ce pas? Donc il s'agirait d'une forme de réparation militaire, etc. Erdogan et Aliyev sont, je dirais, les frères siamois d'une même volonté acharnée de détruire et d'anéantir. C'est ça la gravité la plus profonde, je pense, de ce drame. Et c'est là aussi où la passivité, le silence, l'ignorance de la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, qui n'est jamais que, en fait, une sorte de masque de l'impuissance des puissances supposées, c'est là où, en fait, on est sur un véritable abîme. Abîme humain, abîme historique, abîme moral. Et nous assistons, en fait, à une réédition. Si on ne le comprend pas, alors dans ce cas-là, je dirais qu'on est complice. Voilà ce que je voudrais dire là-dessus, véritablement. Encore une fois, ce n'est pas une facilité, ce n'est pas un slogan, ça n'est pas une manière rhétorique de parler. Aujourd'hui, en fait, je pense que Erdogan et Aliyev souhaitent, comme les jeunes Turcs il y a un siècle, l'anéantissement d'un peuple qui est la démonstration insupportable pour eux que, en fait, ils ne sont pas originaires. Voilà ce que je voulais dire, et je voudrais profiter pour dire un mot tout de même sur ce placard. Donc c'était ça mon souci, c'était ça ma préoccupation. Je me suis dit, évidemment, j'ai admiré ce qu'a fait Jean-Christophe. Il est vrai aussi qu'il y a d'autres, il faut le dire, le Figaro Magazine s'est beaucoup engagé, mais que la cause arménienne n'est pas non plus restée totalement absente de la préoccupation de beaucoup de journalistes, d'intellectuels français qui ont été sensibles. Mais on est arrivé à un an de cette guerre qui était retombée dans le silence. Alors qu'on savait tous qu'effectivement se poursuivait une forme de purification ethnique, mais aussi de purification culturelle. On savait tous tout cela. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose en tant qu'éditeur. Et en fait, en mon nom, mais je vous associe, je voudrais dire merci à Valérie Toragnan, parce que sur ce coup-là, l'Arménie a un visage de femme. Et c'est important, je pense. Non, c'est important parce que ce visage de femme renvoie au visage des mères qui ont perdu leur fils, au visage des fiancés qui ont perdu leur amour dans cette hécatombe d'une jeunesse, n'est-ce pas? Et puis aussi parce que Valérie, très sincèrement, n'avait rien à gagner dans l'affaire. Elle a son rôle de journaliste, d'intellectuelle, elle, la Revue des Deux Mondes. C'est vrai qu'elle est tout à fait, si elle passe le mot, plus qu'intégrée dans la vie parisienne. Et elle m'a dit oui, tout de suite. Et ça, c'est une forme, je dirais, de fidélité, d'engagement que je tiens à saluer, parce que quand je suis arrivé pour lui parler de tout ça, je ne savais pas trop. J'allais prendre le temps, réfléchir. Elle a dit, m'a regardé, elle a dit oui. Et le texte qui est revenu, je tiens à le dire, c'est aussi un texte assez féminin, au sens où, dans la Grèce antique, la divinité de la justice, Thémis, avec sa balance et son épée, c'est une divinité féminine. La justice, c'est un caractère extrêmement féminin. Et ce texte est un texte de justice, ce n'est pas un texte de vengeance. Et la justice, c'est plus implacable que la vengeance. Et c'est dans ce texte qu'on trouve se dérouler aussi, qui nous ramène en 1915, non seulement dans les territoires meurtris et ensanglantés d'Asie mineure, mais là-bas, en Azerbaïdjan, n'est-ce pas, où un des 3 jeunes Turcs avait levé une armée, bien sûr, pour, entre très gros guillemets, achever le travail. Donc, un siècle après, machine arrière, un siècle après, non seulement rien n'est réglé, mais en plus, il nous faut assister
véritablement à, je suis désolé de le dire, ce silence des nations. J'ajouterai l'Occident, mais où est-ce qu'il est l'Occident derrière l'Arménie? Où est-ce qu'il est? Où est-ce que vous l'avez vu? C'est quoi l'Occident? C'est l'Occident des puissances occidentales du traité de Sèvres qui ont renoncé au traité de Sèvres pour le traité de Lausanne. C'est quoi? Les Russes étant plus occidentaux, on va dire, que les Japonais. C'est les Russes qui ont lâché les Arméniens en 1915, qui les lâchent aujourd'hui. N'est-ce pas? Où sont ces Occidentaux? C'est l'Europe qui se fait racketter au nom des migrants par M. Erdogan et qui proteste lorsque, en fait, il marche véritablement sur tous les traités internationaux, presse sur la Grèce, intervient en Libye contre la France, aujourd'hui veut l'Afrique. Parce que c'est sa grande stratégie, en fait. N'est-ce pas? Et de l'autre côté, voilà, on va dire c'est un conflit de civilisation. Pas vraiment, parce que les Arméniens ont su vivre en Iran avec les Perses chiites, ils ont su vivre avec les Alaouites en Syrie, ils ont su vivre avec Antélias au Liban. Donc je dirais, ne soyons pas trop manichéens non plus, ne comptons pas non plus trop sur l'Occident, n'en faisons pas une cause particulariste de la cause arménienne, faisons-en une cause universelle. Pourquoi? Et je conclus là-dessus. Parce qu'il y a deux peuples qui incarnent l'humanité. Les Juifs et les Arméniens. Pas pour poser une rivalité mimétique. Parce que les Juifs et les Arméniens, ils ont en commun d'être un peuple, une langue, une terre, une diaspora et un génocide. Et qui plus est, le génocide des Arméniens, anticipé dans l'histoire des génocides. Ce phénomène radicalement moderne, c'est des Juifs. Quand on défend un Arménien, on défend un Arménien. On défend l'Arménie. On défend votre pays. Mais on défend tout simplement la figure de l'homme, de l'humanité. Parce que si on cède sur l'Arménien, alors on donne raison au mal. Merci. Merci. Là aussi, je voudrais poser une question un peu égoïste. Moi, je vous avouerai que malgré le fait qu'on soit très impliqué, qu'on ait beaucoup d'informations, tout ça, au bout d'un an, le bilan pour moi de la guerre, je suis toujours aussi perdu que je ne l'étais au moment de l'agression. De votre regard extérieur et engagé, puisque vous, tous les trois avez contribué quand même à la défense de la vérité de la justice sur ce point-là, comment pouvez-vous nous éclairer ou nous conseiller comment aller de l'avant, comment essayer de survivre, de lutter? Valérie, j'ose pas vous poser la question directement, mais si vous voulez répondre, avec plaisir. Alors, comment on se sort d'une question pareille? Il y a des fois, je suis totalement désespérée, hein, je ne vous le cache pas. C'est-à-dire, là, tout à l'heure, Stéphane a dit merci de venir pour nous apporter un message d'espoir, etc. Et en mon fort intérieur, je me dis, mais quel message d'espoir on va pouvoir délivrer juste maintenant? Et puis, je pense à ma grand-mère, et puis je pense aux aïeux de ma grand-mère, et puis je pense à ce pays qui en a tellement subi, à ce peuple qu'on a tellement subi. Et je me dis, il y a une graine génétique de la résilience qui doit être chez nous, là, de génération en génération. Et que dans les circonstances les plus terribles, eh ben, quand on est en Arménie, je pense que Jean-Christophe comprend absolument, vous tous, hein, ce que j'essaie d'évoquer, c'est que c'est incroyable l'espèce de, bien sûr, sentiment de vulnérabilité qu'ils ont et de sentir cette menace et d'être dans une parano, mais qu'on comprend. Hein.
c'est pas de la parano, hein, c'est une réalité, c'est pas des dangers imaginaires, c'est des vrais dangers. Et puis en même temps, j'ai été, moi, en novembre, au moment où, juste après le cessez-le-feu, avec Michel Onfray, Stéphane Simon, pour le documentaire qu'ils ont fait sur l'Arménie. Et on a été à Stepanakert, on a été en Artsakh, on a été en Arménie. Et en même temps, les gens qui étaient là, tout d'un coup, on croise un homme avec une espèce de vieille pétoire en bandoulière, pieds nus dans des tongs au mois de novembre. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Bah quoi? Non, mais c'est quoi votre projet? Bah on est là, on reste. Et la soldate qu'on a croisée aussi, qui était cette fille incroyable, au pied de la statue de Montémelkonian. Et elle dit mais et alors comment on supporte tout ça? Et puis quand on est une femme, le fait de se dire qu'on puisse être arrêté, torturé, violé, enfin tout ce qu'on peut faire aussi à une femme, et enfin, c'est aussi atroce aussi à un homme, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais elle dit mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? De toute façon on est là, on va rester. Et je sais qu'il y a une hémorragie en Arménie, je sais que les gens partent parce qu'à un moment donné la vie c'est trop dur, quoi. On a envie d'avoir une vie pour ses enfants, on a envie d'avoir une vie pour ceux qu'on aime, mais en même temps je suis extrêmement admirative de cette résilience et de cette capacité à surmonter les épreuves. Donc là je pense qu'on est dans un moment franchement pas terrible. Et en même temps je me dis mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Erdogan, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce qu'il sera encore là? Poutine, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Bon, après, la diplomatie russe et la géopolitique russe, c'est encore un autre chantier. Mais même ça peut changer. Et puis, les alliances dans la région, elles peuvent varier. Et puis, ce qui se passe avec les islamistes, ça peut aussi faire prendre conscience. Puis, à un moment donné, il peut y avoir des choses qui se créent. Et que dans ces circonstances-là, nous, les Arméniens, il faut aussi qu'on ait une certaine habileté à saisir nos cartes, nos bonnes cartes et les jouer. Les cartes, on n'en a pas beaucoup. Ce pays n'a pas beaucoup de cartes. Mais en même temps, il a une telle résilience, une telle obstination, un tel désir de s'accrocher malgré tout, que je suis franchement toujours en admiration. Et je me dis, il y a quelque chose là que même rationnellement, avec mon petit esprit français rationnel qui pèse le pour, le contre. Mais regarde, comment on fait dans cet environnement? Bah, eux, ils tiennent. Et puis l'idée, peut-être, c'est juste, là, on a tenu un jour, puis on va tenir demain, et puis on va tenir après-demain, et puis quelque chose se passera à un moment donné. Et je pense que c'est aussi le calcul que font beaucoup d'Arméniens là-bas, c'est-à-dire de se dire, on ne peut pas juste faire... on est aussi le jouet des événements, on dépend beaucoup des Russes, on est complètement isolé, on est entouré d'ennemis, mais en même temps, c'est plus compliqué. Et puis l'Iran, c'est encore autre chose. Et puis, même on voit en ce moment qu'il y a des déclarations, j'imagine, très, avec des arrière-pensées d'Ankara, de Bakou, disant, mais là, maintenant, il faut mettre les choses à plat et calmer le jeu avec les Arméniens, etc. On se dit, tiens, pourquoi ils disent ça? Pourquoi en ce moment? Bon, des choses peuvent se passer et puis les Arméniens vont tenir. Et je suis un peu, des fois, désespérée parce que, comme le disait Jean-François, l'Occident, l'Occident, il n'est pas là. C'est le grand absent de cette affaire. On a des amis, on a des gens qui nous soutiennent, des intellectuels, des écrivains. C'est vrai qu'on a été seuls. On a l'impression souvent d'être seuls parce qu'on a une immense solitude de ce sentiment d'être toujours livré à nous-mêmes et face à des dangers et que personne ne nous soutient, mais en même temps, quand même, des gens nous soutiennent. Il y a eu en France des gens qui ont fait des choses, dit et fait des choses magnifiques. Bon, je ne parle pas du gouvernement français, sûrement pas du ministre des Affaires étrangères, ça c'est autre chose, mais voilà, il y a eu quand même des bons moments. Et puis, je répète, cette résilience et cette façon de résister des Arméniens, quand vous vous promenez en Arménie, vous visitez un monastère, ce n'est que le guide, ce n'est que pendant 10 minutes, la litanie. Alors, ici au 5e siècle, on a été envahi. Après au 7e siècle, c'était les Arabes, ça a été tout détruit. Après, ils ont tout reconstruit. Après, au 9e siècle, sont arrivés les machins. Après, ils ont tout détruit. Après, on a reconstruit. Et je me dis, mais nous là, les espèces de petits vermisseaux par rapport à cette histoire d'Arméniens qui est dingue, bah oui, un jour on dira. Et puis alors là, il y a les Azéris ont attaqué, c'était en 2020. Et puis après, et il va se passer encore des choses pour l'Arménie. Et voilà, mon espoir, je le mets dans quelque chose d'un peu magique.
Mais c'est de croire à cette incroyable résilience et résistance de ce peuple. Merci Valérie. On peut faire un petit tour, oui, ça serait pas mal. On pourrait faire un petit tour et continuer sur cette question. Moi, je crois que je parlais de cause universelle. Aujourd'hui, en Artsakh, il y a une cause universelle qui est le révisionnisme historique, théologique, architectural, pictural, c'est-à-dire la plus grosse fake news que j'ai lue, puisque paraît-il, nous sommes tous en croisade contre les fake news, à savoir que les Azéris seraient les héritiers d'un christianisme albanais Oui, mais je crois que là, il y a une cause. En tout cas, il y a une cause qui permet, peut-être, puisque les gouvernements ne font pas grand-chose, en Occident, véritablement, par souci de la vérité, de réunir les historiens, les intellectuels. Est-ce qu'on peut accepter que l'histoire soit réécrite sous nos yeux? Vous voyez, ça, je pense que c'est un point important sur lequel on peut mobiliser, puisqu'on est dans une époque, en fait, où on parle de conspirationnisme, de complotisme à toutes les sauces, et que là, on a un conspirationnisme d'État à but culturel, d'effacement complet, mais pas simplement d'effacement, parce qu'encore, il se comporterait, je dirais, comme des conquérants musulmans à peu près habituels, ils diraient on va tout raser, ce serait une chose. Il y a une forme de réappropriation. C'est d'ailleurs, je trouve ça, au passage, je trouve que c'est une condition métaphysiquement assez misérable de vouloir se réapproprier des choses qui ne sont pas à soi pour se donner une histoire qu'on n'a pas eue. Non, il y a un côté pathétique là-dedans. Non, il y a un côté... Il faut bien le voir. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas vraiment un conflit de civilisation entre deux civilisations, c'est un conflit entre la civilisation et la barbarie. C'est ça qu'il faut expliquer. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et certainement pas en disant, vous voyez, nous sommes le rempart de l'Occident face à quoi? Encore une fois, l'Occident, l'Orient, ce sont des notions complexes. Les Arméniens sont les premiers à le savoir. Grâce à leur diaspora, ils ont su circuler, ils ont su vivre, ils ont manifesté cette incroyable résilience à travers les siècles, y compris avec des Arméniens qui n'avaient aucune chance de voir l'Arménie, n'est-ce pas, au XVIIe, XVIIIe siècle, ceux qui étaient à Ispahan ou ailleurs. Donc il faut, je crois, vraiment se battre sur cette notion d'universalité, en tout cas pour ce qui est dans notre registre, puisqu'on a peu de moyens politiques nous-mêmes, n'est-ce pas? Ensuite, on peut inciter nos gouvernements à arrêter de jouer les vierges effarouchées et à discuter avec Téhéran et avec Moscou en mettant la question arménienne au centre, parce que quoi qu'il en soit de ces gouvernements qui sont tenus par des types peu fréquentables, c'est vrai. En attendant, une des clés du Caucase de la question arménienne se tient aussi entre ces deux pays, surtout si on veut contrebalancer Erdogan. Et ensuite, et paradoxalement, je sais que c'est compliqué, mais voyez l'affaire qui vient de se passer à Ankara, Istanbul. La dizaine d'ambassadeurs qui ont protesté pour demander la libération d'Osman. Mais il est en tôle parce qu'il a accepté de dire qu'il y a eu un génocide des Arméniens. C'est ça le début de ces problèmes avec Erdogan. Donc il faut appuyer aussi. Bon, il est vrai que pour la moitié, ils sont en prison et pour l'autre moitié, ils sont des gens en exil. Ce qu'il y a encore d'intellectuels turcs qui veulent simplement être des êtres humains et sont prêts à affronter la vérité de leur histoire. Ça existe un tout petit peu aussi. Il faut s'appuyer sur tout ça pour faire un front commun contre le négationnisme culturel. Ça, c'est une cause qui peut être entendue, moins complexe à expliquer. Je suis désolé de le dire parce qu'on a aussi des contemporains, tu vas leur dire le Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, etc. Même Valérie m'a dit il faut mettre une carte. Sinon, voilà. Non, disons-leur, ce qui va se passer pour vous peut-être un jour, c'est qu'on va vous expliquer que, je ne sais pas, le Mont Saint-Michel, c'est un vestige de la culture hindoue. Il y a peut-être des hindous qui vont un jour expliquer ça. Et je pense qu'il faut prendre les gens en leur expliquant que, très exactement, l'arménité, ce n'est pas
une identité fermée, ce n'est pas une identité captive, contrairement aux identitaires d'en face qui veulent devenir des avatars. Tellement ils n'ont rien. Ce n'est pas la première fois. À l'UNESCO, n'est-ce pas, aux fameuses croix sculptées, ils se sont battus, les Azéris, pour faire déclarer ça patrimoine azerbaïdjanais. Donc cette volonté de captation, elle traduit en fait un manque de fondement, d'enracinement dans l'histoire, d'où cette volonté de capter l'histoire. Battons-nous aussi, parce que ça c'est dans nos moyens, outre l'aide humanitaire et tout le reste, pour faire de l'Artsakh, du Karabakh, une cause mondiale de respect des identités et des cultures. Et ça, on peut embarquer des gens là-dedans, je pense, et à partir de là, montrer ce qui se passe par ailleurs, d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire, etc. Alors, vous nous avez donné beaucoup d'espoir là. Est-ce qu'on peut envisager qu'on a déjà un éditeur ou pas? Merci, monsieur Colosimo. Merci. Oui, moi je pense qu'il faut qu'on distingue. Je veux distinguer l'Occident de la France. Lorsque l'Arménie a décidé il y a quelques années de faire sa révolution de velours, elle a décidé dans le même temps de s'éloigner un petit peu de ce tuteur très envahissant qui s'appelle la Russie et de se tourner un peu vers l'Occident, avec un O, et l'Occident ne voulant tout dire et ne rien dire. Ne plus avoir d'une certaine manière les œufs dans un seul panier qui était le tuteur, le protecteur russe. Pas que parce qu'il était russe, mais avec les affaires de corruption, etc., que vous savez, que vous connaissez. Et donc, le Premier ministre s'est tourné un peu vers l'Occident. Il n'a rien eu en retour. Il n'a rien eu, on l'a vu pendant la guerre. L'Occident n'a pas levé le petit doigt, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et d'autres raisons sûrement. Mais de cet échec sanglant, plusieurs milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, il faut retenir une leçon. C'est que l'Arménie ne doit pas compter sur l'Occident, en tout cas pas que sur l'Occident. Ce qui est en train de se passer, je crois, est crucial de la part de la diplomatie arménienne depuis quelques mois. Je pense qu'elle a intégré cette idée-là, qu'elle ne peut pas compter sur l'Occident, parce que l'Occident n'est pas uni, parce que il y a des structures militaires, politiques, entre le Conseil de l'Europe, l'OSCE, l'OTAN, etc. Les pays qui veulent aussi leur propre souveraineté. La France, ce n'est pas tout à fait l'Allemagne, les États-Unis, ce n'est pas tout à fait la Grande-Bretagne. Il n'y a pas d'unité. Donc ça ne sert à rien d'espérer un l'Occident. L'Occident n'existe pas. La Russie, bah oui, mais comme le dit Valérie, la Russie, elle a plein d'arrière-pensées géopolitiques. Et puis, on n'a pas quitté la Russie il y a 3 ans pour retrouver exactement le même chemin, même si, pour l'avoir vu encore une fois en juin-juillet, sans les Russes, l'Artsakh aurait beaucoup de mal à survivre. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les 1960 ou un peu plus soldats de la paix russe protègent de fait les habitants de l'Artsakh. Ce sont eux qui les protègent des Turcs aujourd'hui. Ça suffit à légitimer leur présence. Mais ce qu'a fait la diplomatie arménienne depuis quelques mois, c'est d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas que l'Occident, il n'y a pas que la Russie. Il y a les pays du Moyen-Orient. Il y a une visite en ce moment à Abu Dhabi, au Qatar, en Arabie Saoudite. On cherche. Il y a plein de pays qui n'aiment pas la Turquie, notamment des pays arabes. Jean-François le sait mieux que tout le monde. Et puis il y a aussi l'Inde. Et puis il y a aussi la Chine. Tous ces pays-là ont des arrière-pensées, évidemment, économiques, géopolitiques. Mais le fait de ne pas compter sur un seul ami, et puis les amis en géopolitique, c'est comme Facebook, hein, c'est des amis souvent virtuels. On a vu que ça ne servait à rien pendant ce conflit, donc la diplomatie arménienne est en train de se réinventer, de se multilatéraliser, et ça, je crois que c'est une bonne chose, ne serait-ce que pour montrer aux Turcs que s'il y a beaucoup de pays qui virtuellement soutiennent l'Arménie, ce n'est pas la même chose qu'un seul très préoccupé. Et puis la deuxième chose, c'est la France. Évidemment le Drian, évidemment l'inaction, mais aussi l'action après la guerre, l'action, les ponts aériens qui ont été faits. C'est trop tard, d'accord, mais aller dans les hôpitaux en Arménie, voir des blessés recevoir l'aide d'associations ou du gouvernement français ou d'ONG, et on changera d'avis.
aller voir les enfants qui aujourd'hui arrivent à nouveau à aller à l'école grâce à l'aide éducative que leur donne la France, c'est pas assez, mais c'est déjà ça. Donc la France a ce rôle-là à jouer. Quand on était avec Sylvain, il y a deux choses que je n'oublierai jamais pendant la guerre et qui m'incitent à continuer, au moins à vaguement donner mauvaise conscience au gouvernement et à peser à ma petite échelle sur le gouvernement. Comme le disait Jean-François, il y a plein de moyens de peser sur le gouvernement, ne serait-ce que faire savoir ce qu'on sait. Il y a deux choses que je n'oublierai jamais. C'est dans le village de Terre, à un moment donné, qui s'organisait pour se défendre. Là, on était encore en Arménie, mais la ligne de front était très proche. À un moment donné, on se retrouve au cœur du village, on est un petit peu perdu, et on voit surgir d'un bosquet un homme avec un fusil en bandoulière, un peu comme la soldate de Valérie dans le nord de l'Artsakh, et qui vient vers nous, qui dit « Vous avez l'air perdu » en français. Et on lui dit oui, parce que là, on cherche la ligne de front. Et il nous dit c'est là. Et on commence à discuter. Et je lui dis mais vous êtes. Il me dit non, mais c'est moi qui m'occupe de la espèce de milice d'autodéfense du village, parce que je suis originaire de ce village. Je lui dis mais vous faites quoi dans la vie? Il me dit je suis député. Ah bon, vous êtes député? Et puis il me regarde, il dit je suis député. Vous savez ce qu'était la commission que je dirigeais à l'Assemblée arménienne? L'intégration de l'Arménie dans l'Europe. Ouais. Bon, et il s'en va. Et comme ça. Juste pour nous laisser avec notre mauvaise conscience. Et puis, on va dans les tranchées avec Sylvain, et c'était ça qui était émouvant, c'était des tranchées, c'était une ambiance de 14-18, c'est-à-dire avec un chien qui se promène dans la tranchée, parce que la nuit, les animaux entendent mieux et voient mieux que les êtres humains, donc si des ennemis essayent de s'infiltrer, on prendra des chiens, c'est vraiment 14-18, le collier rouge de Jean-Christophe Ruffin. Et puis des barbelés avec des boîtes de conserve, parce que ça fait du bruit, comme ça on entend les ennemis arriver. Et en face, on voyait passer justement les roquettes Grad, les bombes à soumission, les obus de 130, les drones. Quelle dissymétrie, quelle asymétrie, donc quelle injustice dans ce combat. Sauf que ces jeunes gens qui la veille étaient informaticiens à Yerevan, étaient boulangers, étaient cafetiers, étaient commerçants, étaient artisans, et qui n'étaient pas des militaires, qui étaient des civils avec un uniforme militaire, qui avaient entre 18 et 20 ans. Ils nous voyaient arriver, et quand ils apprenaient qui on était, ils nous prenaient dans leurs bras, ils nous disaient « Si un grand journal comme vous est là, c'est que la France est derrière nous ». Et ça, on regardait nos chaussures avec Sylvain en disant s'il savait. Mais ça, rien que pour ça, moi je continuerai à communiquer, informer, à dire ce que je peux savoir, pour encore une fois que ne pas tomber dans l'oubli, parce que je pense qu'à un moment donné, je suis peut-être naïf, que le gouvernement français, si on est plusieurs à faire ça, s'il y a des réunions comme celle-là qui continuent, alors que la guerre est supposément finie, alors qu'elle n'est pas finie, je pense que c'est le seul moyen, c'est l'opinion publique. Il y a peut-être des candidats à l'élection présidentielle ou pas encore candidats qui iront en Arménie ou qui feront des déclarations sur l'Arménie dans les semaines, dans les mois qui viennent, on ne sait pas, et qui inquiéteront un petit peu les gouvernants, parce que la communauté arménienne, si elle se réunit pour voter pour le candidat qui portera ses couleurs, ça peut créer des inquiétudes et susciter une réaction de la part du gouvernement qui peut aller dans le sens que celle qu'évoquait Jean-François. Merci beaucoup. Encore un peu d'espoir. Oui, oui, allez-y. Je pense même, parce que Jean-Christophe l'a esquissé, qu'il faut jouer des problèmes, parce qu'il n'y a pas ces histoires de blocs de civilisation. Tous ces blocs sont traversés, en fait, d'antagonismes très profonds aussi. Et tout un fonds a été mis au point par les Émirats arabes unis, par l'Arabie saoudite, qui détestent Erdogan, parce qu'Erdogan, c'est les frères musulmans. Bon, eux sont salafistes. Vous allez me dire, c'est pas mieux. Oui, mais c'est différent. Voilà. Et ce fonds a été mis au point en Suisse. Il est très richement doté pour la restauration de la Syrie et de Palmyre. Il faut mettre à l'épreuve ce fonds, qui n'est pas gouverné que par des Saoudiens et des Émiratis. Ils ont mis l'argent au sujet, évidemment, des églises et autres. Il faut les mettre à l'épreuve de leur volonté d'universalité. Ça marchera ou ça ne marchera pas. À mon avis, ça peut marcher, tellement aujourd'hui, de toute façon, ils sont effrayés
par l'ogre Erdogan, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas le cas du Qatar, qui est l'allié d'Erdogan dans le Golfe. Donc il faut jouer de tout ça, je pense. Et si c'était de l'argent émirati, ben, ça serait d'autant mieux, parce que ça serait un signe aussi qu'on pourrait évidemment exploiter. Je ne veux pas dire que tout est simple et je ne vis pas dans un monde de bisounours, n'est-ce pas? Ben, qu'au fond, effectivement, les grandes fractures religieuses ne recoupent pas forcément les bonnes volontés humaines. Et ça serait un message pour tout le Caucase. Et si les Arméniens arrivaient à le porter, ça serait un véritable message, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est le chaudron de l'enfer, le Caucase. Donc je crois qu'il y a des choses à faire qui permettent, sans se signaler immédiatement comme une mobilisation pro-domo, etc., qui a peu de chances de réussir parce que l'argent azéri va empêcher ça, parce que les faiblesses des gouvernements, des ministères vont empêcher ça, etc. Universaliser, partager, inviter et à partir de là, dénoncer. Merci, monsieur Colosimo, parce que je crois qu'il y a un monsieur dans la salle à qui vous avez donné beaucoup d'espoir et un objectif, parce que c'est son métier. Et je crois qu'il va aller dans ce fond. Ovanès, pardonnez-moi, je vais mettre le poids sur vos épaules. On a eu un peu d'espoir, hein. Moi j'ai eu ce que j'attendais. Merci. Merci à vous trois et merci de vous être déplacés pendant une période compliquée avec les fêtes, avec les vacances. Moi je me sens un peu mieux après vous avoir écouté. Donc, déjà, moi je suis satisfait. Ovanès, donnez-nous encore un peu plus d'espoir. Oui, en fait, le message d'espoir pour moi, ben, c'est vous, Stéphane, c'est Valérie, peut-être Jean-Christophe Busson, Monsieur Colosimo, c'est vous, chers amis, tous qui avez des origines arméniennes. Parce que si nous étions en 1916, je crois que nous aurions moins d'espoir qu'aujourd'hui. Et que si vous existez aujourd'hui, vous vous intéressez à vos origines, à cette culture arménienne, à l'histoire de vos grands-parents, de vos parents, ben c'est la victoire contre l'anéantissement, en tout cas contre la volonté d'anéantissement, contre cette volonté de suppression. C'est que ceux qui avaient planifié et organisé ce génocide n'ont pas réussi. Ça, c'est mon message d'espoir. Vous savez, la guerre de 2020 nous a plongé ou replongé dans une période que nous espérions révolue, parce que nous pensions que le conflit du Karabakh avait laissé sa place à la République d'Artsakh dans laquelle nous vivions, et nous essayions d'organiser notre vie. Nous essayions d'y bâtir un État que nous voulions démocratique, un État que nous voulions de droit, où nous devrions être vigilants quant aux devoirs de chacun d'entre nous, attentifs aussi quant aux droits de nos citoyens. Et la guerre de 2020 semble avoir balayé cet espoir, cette aspiration que nous avions. Mais très rapidement, je vais vous dire que ce projet n'a pas été balayé. Nous restons déterminés à construire un État au Karabakh, non pas pour avoir un État parce que ça serait un trophée, mais pour avoir une structure dotée d'une armée, dotée des institutions qui pourrait, plus ou moins, ne serait-ce que pendant 44 jours, protéger une population. Le message d'espoir pour moi, ce sont les 110 000 personnes qui vivent en Artsakh aujourd'hui. Valérie, je ne suis pas français, je n'ai pas cet esprit rationnel, mais même avec mon esprit non rationnel, je ne trouve rien qui explique le retour de ces 110 000 personnes, parce que, quand on y réfléchit, il n'y a pas d'avenir au Karabakh. Non seulement il n'y a pas d'avenir, il y a une menace permanente.
Jean-Christophe Busson le disait, pratiquement tous les soirs, il y a des tirs dans l'air. Il y a une forme de terreur que les militaires azerbaïdjanais essaient de répandre sur tout le territoire. Et malgré, pourtant, 110 000 personnes sont là, dont 70 000 sont revenus après la guerre. Et on me dit, les 37 000 restants seraient revenus s'ils avaient un logement. Donc il y a uniquement le fait de ne pas avoir de logement qui empêche les Artsakhites de revenir sur ce territoire. La seule explication que j'ai trouvée, c'est que nous, les êtres humains, probablement, nous avons une telle capacité d'adaptation que nous sommes même capables de nous adapter à des menaces, à une situation extrêmement dangereuse et de vivre en fait, et de résister en y étant. Donc ce que vos grands-parents et vos parents ont fait après le génocide, nous essayons de faire aujourd'hui en Artsakh. Vivre, tout simplement. Vivre et exister. Et la demande que je formulerai, c'est que les projets, les difficultés sont tellement grandes. La sécurité, avant tout. Problème de logement, problème d'eau, évidemment, problème de travail, économie, etc., que seuls nous n'y arriverons pas. En tout cas, peut-être nous y arriverons seuls, mais pas très rapidement. Donc l'appel que j'ai aujourd'hui à vous transmettre, c'est que, Jean-Christophe, nous avons tellement besoin de vos tweets. Valérie, nous avons besoin de vos placards et de vos livres. Cher monsieur, nous avons besoin de votre pédagogie. Nous avons besoin de vous pour que vous vous intéressiez au Karabakh, pour que cette cause ne soit pas perdue ou oubliée. Et par votre intérêt, vous n'allez pas faire oublier ce pays, ce peuple. Ce n'est pas seulement un pays, il y a des gens qui y vivent. Et pour moi, la détermination, la volonté, ce sont des éléments qui comptent énormément pour réussir le projet. Et la détermination et la volonté, notre peuple, ceux qui sont en Artsakh, l'ont certainement. Merci. Bon, écoutez, je crois qu'on va conclure cette réunion fort intéressante. Mais encore un grand merci à vous quatre. Vous êtes déplacés pour cette réunion. Je crois qu'on peut les applaudir. Ouais. Vraiment, on a... Merci à vous, cher public, parce que sans vous, la réunion n'aurait pas été une réussite comme elle est ce soir. Et puis moi, je vous propose de passer de l'autre côté parce qu'il y a des séances de dédicaces. Voilà. Merci à vous.